Romain a 35 ans, il est instructeur en self-défense, coach sportif et travaille aussi dans la sécurité privée. Romain vit près d'Aix-en-Provence et se décrit comme patriote, ancien militaire, ancien champion de taekwondo. Pour la faire courte, faut pas le faire chier. Nous sommes en guerre. Macaï TV. Ils vont réhabiliter la guillotine juste pour nous, hein. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Romain Carrière. Tu t'es déjà fait un petit peu connaître en tant que coach de self-défense. Donc c'est vrai que en ça, je déroge à la règle de Macaï TV qui consiste quand même à accueillir des inconnus. Mais je pense qu'il y a une dimension de toi qui est pas très connue, c'est le côté citoyen français. Et c'est ça que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui, si ça te va. Comment tu vas déjà? Ça va très bien, Georgette, et toi? Merci pour l'invitation. Ça va. Donc, comme j'ai dit en introduction, j'ai envie de découvrir le citoyen romain. Donc, est-ce que le citoyen romain peut me décrire quel est son rapport à la France déjà de manière générale? Donc pour moi, la France, c'est ma patrie, c'est-à-dire c'est la terre de mes pères, au sens littéral, hein, au sens étymologique du terme, et pas au sens de gauche. On en parlera donc peut-être, hein, mais la notion de patrie pour la gauche existe, mais elle est différente. Voilà, donc pour moi, c'est quelque chose vraiment de charnel, d'incarné. Voilà, c'est la terre de mes ancêtres, et donc j'en suis un héritier. Donc j'ai des devoirs. Par rapport à ça, voilà, je suis le maillon d'une chaîne. Et donc pour moi, ma patrie, la France, c'est une identité, c'est une culture, c'est une langue qui fait partie, donc la France, de la civilisation européenne. On peut pas parler de France toute seule, pour moi, c'est inconcevable. Voilà, on est vraiment déjà donc un mélange de tous ces peuples européens, hein, les Celtes, les Germains, les Latins. Et donc voilà, que ce soit donc la démocratie qu'on pratique qui est née donc dans la Grèce antique, on est aussi héritier du droit romain, donc on a tout cet héritage qui est littéralement européen. Donc voilà ma vision, hein, de la France. J'ai beaucoup de gratitude d'être cet héritier, je m'estime chanceux et donc il faut justement faire en sorte d'embellir ce qu'on a reçu pour le léguer à notre tour. De se montrer à la hauteur. Exactement. J'ai l'impression que quand tu parles de civilisation, ça implique aussi que les autres pays occidentaux sont comme nos cousins. Évidemment. Euh, Dans les Évidemment. termes que tu emploies, il y a quelque chose de très familial, en fait. Bien sûr. Et Ouais, ouais, tu as ouais. mentionné que c'était différent de l'acception qu'en avait la gauche. Est-ce que tu pourrais me définir comment, selon toi, la gauche considère la patrie, le pays? Ouais. Alors, Mhm. donc pour ceux qui de gauche le considèrent encore, hein, parce que c'est pas le cas de tous, ceux qui en parlent et qui abordent le drapeau français, pour eux, la notion de patrie, c'est la patrie en fait des droits de l'homme. C'est-à-dire que la France, c'est là où sont nés les droits de l'homme. Donc cette dimension assez désincarnée, hein, c'est une idée. En fait, une idéologie. Et donc, pour eux, le fait de défendre pour la France, c'est de défendre donc, cette idée des droits de l'homme qu'il faut d'ailleurs donc importer et qu'il faut défendre par-dessus tout. La France, en tant que pays père des droits de l'homme, serait un point de départ et non C'est pas un ça, c'est ça. foyer, en fait. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la différence, c'est que pour nous, c'est quelque chose de charnel, quelque chose qui a plus de 1500 ans, hein. Donc, si on veut parler, hein, de la civilisation européenne, alors que pour eux, voilà, c'est vraiment cette notion désincarnée de patrie des droits de l'homme. Et donc, on aboutit aux aberrations d'aujourd'hui, à savoir n'importe qui, en fait, peut être français, parce qu'à partir du moment où il défend les droits de l'homme, il est en effet donc le bienvenu en France. Et donc, cette conception-là nous voit à nous comme ceux qui nous voyons comme des héritiers, comme l'ennemi à abattre. Ça a été d'ailleurs le point de départ de la Révolution française qui a été faite dans le sang et ça a été un véritable massacre. Donc il y a eu le génocide des Vendéens, il y a eu la terreur et tout ça a inspiré les plus grands dictateurs communistes du XXe siècle. C'est ça l'avenir que toi tu prédirais pour la France? S'il te plaît, non? Non, non, mais je pense en tout cas que dans la boucle, Mm. on est aux temps difficiles qui vont engendrer des personnes fortes. On voit du coup en effet des personnes fortes émerger de par ces temps difficiles. Et ces personnes fortes engendreront à leur tour des temps propices, là pour le coup. Ces temps propices qui engendreront des gens faibles, qui engendreront des temps difficiles, et la boucle, etc., etc. Et donc là, on est vraiment au moment des temps difficiles qui vont engendrer des personnes fortes. C'est très drôle parce qu'en fait, mon premier invité, Flavio, m'a parlé aussi de cette boucle. Lui Ouais. aussi estime qu'on est au moment où on va ramasser un petit peu. Enfin, on est déjà en train de ramasser, mais c'est ce qui va peut-être nous éveiller et nous forcer à nous recuirasser et nous remobiliser, ouais. Donc tu fais ce constat-là aussi finalement.
Oui, et que donc, oui, ben, on le voit bien que ce soit au niveau économique, au niveau sécuritaire, oui, des temps plus durs en ce sens que sur certains paramètres, oui, la situation s'est dégradée par rapport à la génération de nos parents. T'as l'impression que les gens commencent à se prendre en main un petit peu parce que c'est ton travail de coacher. Et est-ce que tu sens qu'il y a une remobilisation des gens qui se fait déjà? Ou est-ce que tu as l'impression qu'on est encore un petit peu à la ramasse? Je trouve que c'est encore marginal parce que culturellement, en France, ben, c'est l'État qui fait tout. On est assez infantilisé, on est déresponsabilisé. On a légué l'intégralité de notre sécurité à l'État qui a le monopole de la violence légitime. C'est ce qui fait que quand il y a des agressions, quand des femmes se font agresser sexuellement dans les transports en commun, les gens ne bougent pas. Parce que même si pourtant la loi condamne le fait de ne pas porter assistance, la loi a aussi quand même tendance à Mmh. condamner les gens qui utilisent la force pour faire stopper un délit ou un crime. Alors que là pourtant, aussi, la loi est censée le prévoir. Mais on voit quand même ce truc de citoyens, n'agissez pas, vous n'êtes pas capable de bien faire les choses, Mmh. laissez les adultes intervenir. On a quand même été éduqués comme ça. Depuis la cour de l'école, ben, si on se fait agresser, il faut rien dire, faut rien faire, faut pas se défendre, parce que la violence, c'est pas bien. Faut aller le dire à la maîtresse, faut aller le dire au surveillant. Et quand on grandit, ben c'est pareil. Il faut pas se défendre, il faut serrer les dents, il faut aller déposer plainte en espérant qu'on ait des dommages et intérêts auprès de la justice, ce qui est rarement le cas, Et quand on est d'ailleurs. encore en vie aussi. Et quand on est encore en vie, voilà, c'est ça. Donc, on a quand même été éduqués depuis notre temps d'enfance à être passifs, à se soumettre. Quand nos parents nous ont éduqués comme ça, et qu'en plus c'est le discours qu'on a à l'école, c'est compliqué pour des gens qui deviennent adultes d'avoir ce déclic. C'est possible, mais c'est plus compliqué. Toutes les figures d'autorité, du coup, que ce soit dans la tendre enfance, c'est-à-dire l'autorité parentale, et ensuite ça passe par l'école, et après la figure d'autorité ultime, l'État, nous dit ne vous défendez pas. Ou alors, si vous voulez vous défendre, il faut bien calculer dans votre tête que ce soit à juste proportion, Que ce mais sauf soit que instantané, nécessaire et proportionnel, et qu'en plus ce soit soumis à l'interprétation des juges qui, pour certains, ont quand même une grille de lecture mmh, assez orientée. On est d'accord. si tu es dans un moment de stress, dans un moment d'urgence, t'as pas le temps de calculer, de te dire: «Est-ce que c'est proportionné? Est-ce que l'urgence est vraiment justifiée ou pas devant la justice?» Enfin, On est d'accord, et c'est ce que je passe mon temps à expliquer et à enseigner. C'est-à-dire qu'en effet, que quand on est soumis à un danger, le corps est bien fait, on passe en mode survie. Le cerveau qui permet d'analyser, de réfléchir ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, on a l'intelligence d'un chien, clairement. Ce qu'on a, en revanche, qui est activé, c'est l'instinct de survie et c'est les émotions. C'est vrai que dans une situation d'urgence, et j'ai envie de dire même pour quelqu'un qui est entraîné, exiger une absolue nécessité et une stricte proportionnalité, c'est un peu en décalage, c'est un peu nier la nature humaine. Et c'est ça qui est grave. Et donc, on aboutit à une idée reçue qui est vraie ou fausse, mais moi je pense qu'elle est quand même assez vraie, que si on se défend, on aura des comptes à rendre à la justice et on a quand même moyen d'être inquiété, voire d'être condamné. Ça diffuse en effet le message de non, je ne me défends pas parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais moi je trouve que quand un État et quand des lois font que dans un moment comme ça de survie, tu en viens à douter de ta légitimité à agir pour survivre, c'est grave. je pense que c'est un constat qu'on commence à faire les uns et les autres. Déjà parce que d'autres personnes un peu comme toi commencent à solliciter les concitoyens pour s'éveiller un petit peu, prendre sa vie en main, tout simplement. Ça peut promettre, des temps prospères si on continue à se mobiliser. Deux choses que tu as dit qui sont importantes, donc la notion de citoyen. Pour Mmh. moi, quelqu'un qui ne sait pas se défendre, ou en tout cas qui n'a pas le droit de se défendre, c'est pas un citoyen, c'est un contribuable. Il paye des impôts, c'est tout. C'est bien dit. Et si on veut comparer avec ce qui se fait aux États-Unis, c'est vrai que pour le coup, c'est dans leur constitution, le droit de se défendre. Donc c'est sûr que là-bas, c'est intrinsèquement lié au fait de pouvoir s'armer, mais c'est fait pour ça, hein. Le droit au port d'armes aux États-Unis, c'est fait pour permettre aux citoyens de pouvoir se rebeller, de pouvoir agir face à un pouvoir tyrannique. Ça a été fait Mmh. pour ça. Voilà. Et est-ce que Donc en soi, tu c'est bien. Bah, voilà justement et j'ai envie de te poser la question nécessairement. Est-ce que tu penses que ça serait, quelque chose d'envisageable en France, d'établir un droit de port d'armes, à l'américaine ou à la française? On en est très loin. Et là, moi, je dis qu'en fait, avant même d'avoir le droit de porter un outil, c'est Mmh. une révolution mentale et culturelle, en fait, qu'il faut faire. Mmh. C'est pour ça que les gens qui
qui ne jurent que par une bombe lacrymogène ou d'autres outils. Je leur dis oui, mais ça sert à quoi donc si tu sais pas t'en servir et si tu n'as pas le mental pour utiliser en fait une arme pour survivre. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment le bout de la chaîne. Est-ce qu'on a le droit de porter ci ou ça? Le plus important, c'est déjà de se dire, voilà, oui, on est légitime à la vie, on a le droit de se défendre parce que c'est un droit fondamental et une liberté individuelle non négociable. Il faut déjà acter ça. Et d'ailleurs, donc pour revenir sur les critères qu'impose la légitime défense en France, ça, c'est uniquement depuis la réforme du code pénal dans les années 90. La réflexion, ça a été de dire, comment faire en sorte de minimiser les affaires où la légitime défense est invoquée, mais que ce soit en effet donc reconnu comme des affaires de légitime défense? On va additionner les critères qui sont cumulatifs et qui font que justement dans un état de stress, très peu de personnes vont les remplir et donc ça ne sera pas reconnu, il y aura une condamnation et ça enverra le message aux citoyens de ne vous défendez pas, vous serez condamné, laissez l'État faire, nous on est formés, on a la police, etc., etc. Mais donc le problème c'est que ça envoie ce message aux citoyens et ça envoie le message aux criminels de c'est open bar, les gens ne se défendront pas, donc dans le rapport risque-bénéfice que calcule n'importe quel prédateur, ça rentre en compte. Et donc, si on veut le mettre en corrélation avec le rapport risque-bénéfice qu'aurait un prédateur en se disant, ben, si je rentre chez quelqu'un, déjà, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il soit équipé, et s'il me tire dessus, je ne serai pas inquiété. Je ne dis pas que ça va réduire le crime à zéro, mais ça dissuadera en fait beaucoup de gens. C'est dans la nature humaine. Les gens, je veux dire, qui seraient incités à faire le mal, la plupart d'entre eux ne le feront pas s'il y a une dissuasion dans les conséquences. Et donc, force est de constater qu'en France, il n'y a pas cette dissuasion. Que ce soit au niveau pénal, sur les peines de prison qu'encourent du coup les délinquants ou les criminels, mais on pourrait rajouter en fait en dissuasion, je te reprends le cas du coup des agressions sexuelles dans les transports en commun. Si jamais le prédateur qui voulait agresser une femme, il se dit ok, mais si j'agresse cette femme, tous les hommes qui sont autour de moi, ils vont me détruire, ça en dissuadera plus d'un. Tout est une question de rapport risque-bénéfice. Pour illustrer ce que tu dis, il m'est arrivé il y a quelques mois dans le tramway, mais ça, je pense que n'importe quelle femme qui regardera cette vidéo saura très bien de quoi je parle. J'étais dans un tramway, c'était le matin, donc je suis assise dans le carré. Un monsieur qui est venu s'asseoir en face de moi, qui a pris mes jambes en photo et qui a commencé à se masturber devant moi. Il y avait un autre monsieur qui était dans le carré à côté et je sentais qu'il regardait la scène du coin de l'œil. Ce monsieur n'a rien fait. Et effectivement, dans ces moments-là, tu te sens très seul. La comparaison que tu as faite tout à l'heure est géniale. Est-ce qu'on a encore des citoyens ou est-ce qu'on est juste des contribuables? Est-ce qu'on est les uns avec les autres là, dans cette société? Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de lien Oui. entre les citoyens. Alors, on est d'accord donc, que quelqu'un qui voudrait t'aider, il sait que potentiellement, en fait, il va se mettre en danger en fonction de la réaction de ton agresseur. Mais même, est-ce qu'au final, la société l'incite à intervenir? Qu'est-ce qu'il a à gagner et qu'est-ce qu'il a à perdre s'il intervient? Donc, loin de moi l'idée de les excuser et de leur trouver des excuses, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ça, il n'y a aucune incitation collective à intervenir. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi, de faire une comparaison au niveau de l'incarnation du héros. J'ai l'impression qu'en France, les héros, ils sont tous morts. Alors qu'aux États-Unis, ils ont tendance à célébrer donc des héros, mais qui ont littéralement donc neutralisé l'assaillant ou qui ont fait usage de la force, qui sont encore vivants et ils sont célébrés en tant que héros. En fait, en France, on a un rapport assez malsain à la violence. C'est-à-dire que même si c'est pour stopper le mal, on a quand même une réticence à célébrer une personne ou un groupe ou une entité qui a fait usage de la force pour même donc défendre des vies, en fait. Il y a un blocage avec ça. On a du mal à mettre en avant les braves policiers et gendarmes qui ont neutralisé tous les terroristes islamistes ces 15 dernières années. Alors on sait très bien que c'est aussi pour des questions de sécurité, parce que si jamais il y avait des statues à leur effigie, donc leur famille en fait sera en danger. C'est la triste réalité. Voilà, donc c'est qu'on vit dans ce pays, c'est que nos ennemis sont parmi nous en fait. Voilà, on va pas se mentir. Donc c'est aussi une des raisons qui fait qu'on célèbre pas nos héros qui sont vivants. Quand j'ai passé du coup mes formations aussi donc d'agent de sécurité parce que donc je travaille dans la sécurité privée, donc je suis aussi agent de protection rapproché et en fait on me dit ne jouez pas aux héros, les cimetières sont remplis de héros. C'est l'image qu'on a du héros en France. C'est quelqu'un qui finit au cimetière. Ce discours, j'ai l'impression qu'il est tenu plutôt par une partie de l'échiquier politique, à savoir la gauche, ayant fait
transfert de la gauche à la droite à un moment de ma vie. En arrivant à droite, une des choses qui m'a le plus surprise, c'est justement qu'on s'autorise à admirer certains héros français. Il y a plus de gens qui s'autorisent à admirer ça, cette force légitime au nom de valeurs, au nom d'une patrie, au nom du peuple aussi. Je sais pas si toi, c'est un constat que tu fais, si tu vois une scission de mentalité sur la légitimité de la violence en fonction des partis politiques. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, la gauche, clairement, a le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire que on voit pas beaucoup de gens de gauche s'excuser du génocide vendéen. On voit pas beaucoup de gens de gauche s'excuser de la terreur de 1793. Voilà, on voit pas beaucoup de gens de gauche et de gens qui se disent encore communistes s'excuser des 100 millions de morts des différentes dictatures communistes du XXe siècle. Et c'est justement quelque chose dont il faut s'inspirer, il faut arrêter de s'excuser. Les gens de droite s'excusent, se justifient pour espérer plaire aux gens de gauche d'ailleurs. Non, faut s'affirmer, faut zéro repentance, zéro regret. On a l'histoire qu'on a et on avance et on est fier et il faut la cultiver. Comment donner envie à un peuple d'être fier de lui-même si on passe son temps à cracher sur son histoire et à dire que nos ancêtres, en fait, ce sont des salauds? C'est pas possible. Et clairement, donc la gauche célèbre clairement donc la Révolution française, alors qu'elle s'est faite dans le sang. Donc justement, ils n'ont pas de mal à mettre en avant ces références qui ont pourtant été faites dans la violence. Et ensuite, donc pour le reste de l'histoire de France, c'est vrai que oui, que c'est plutôt à droite. En effet, oui, qu'on va cultiver la figure du héros, mais comme tu dis, du héros mort. C'est pas qu'il faut oublier donc toutes les batailles glorieuses qu'on a perdues, mais c'est mieux de mettre en avant tout ce qu'on a gagné. Et parce que justement, c'est ça qu'il faut donner envie pour les nouvelles générations de partir à la conquête. On est des gagnants, on est des conquérants, on va gagner. Et nos modèles et nos héros, ce sont des gens qui ont triomphé et justement qui sont restés en vie. La personne ou la personnalité qui t'inspire dans ta vie, c'est qui? Qui te donne Donc au cette niveau personnel, hargne comme ça. ouais, au niveau personnel et familial, mon grand-père maternel, hein, qui a fait la guerre d'Indochine, qui a été dans la DGSE, et donc dans les services secrets, et donc qui a passé sa vie au service de la France, à défendre, je le cite, la liberté et à combattre le communisme, justement. Même C'est si, chouette. j'insiste, il n'y a jamais eu du coup de propagande donc de son côté, hein, mais c'est pour ça qu'il s'était engagé dans l'armée pour aller en Indochine, justement. Mais c'est vrai qu'on tape beaucoup sur la gauche. Néanmoins, est-ce qu'il y a une qualité qu'on pourrait leur reconnaître et dont on ferait mieux de s'inspirer? Je t'ai répondu donc juste avant. Bon, justement, je disais que eux ne s'excusent pas et ne se justifient pas. C'est ça en fait. C'est-à-dire que quand ils commettent vraiment les actes les plus douteux, c'est-à-dire de s'allier avec une extrême gauche hyper radicale, ils ont aucun problème au second tour d'une élection d'être tous ensemble. Ce que la droite a du mal à faire. Oui, le fait de jouer selon leurs propres règles, en fait. C'est ça. Et pour le coup, il y a encore trop de gens de droite qui justement se définissent peut-être au centre droit, mais à droite, mais attention, une droite qui est bien dissociée de ce qui pourrait être un petit peu trop de droite. C'est une absence de légitimité et c'est parce que c'est la gauche qui dicte qui est extrême ou pas et qui est acceptable ou pas. Et donc, ce sont des gens qui veulent toujours agir pour avoir une caution de la gauche. Donc, c'est encore en fait la gauche qui dicte le bien et le mal. Et donc, c'est ça dont il faut obligatoirement s'affranchir si on veut gagner. Selon toi, comment c'est arrivé cette réussite de la gauche à atteindre cette hégémonie sur le plan moral dans la société française? Ça vient d'où et pourquoi on a tant de mal à s'en sortir? Il y a eu des victoires culturelles, sémantiques et métapolitiques de leur part dans les années 60-70, avant qu'ils prennent le pouvoir. Et donc tous les gouvernements qui se sont succédés jusqu'ici ont en fait été soumis à cette gauche qui a pris le pouvoir au niveau culturel, médiatique et sur tous les pans de la société. Donc c'est pour ça que le combat est autant pour nous aussi à ces niveaux-là. Sémantique, ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser les mots de l'adversaire. Il faut avoir des victoires sémantiques qui précèdent les victoires idéologiques, qui précèdent les victoires politiques. Il faut bien faire les L'entonnoir choses renversé. dans l'ordre. Exactement. Mm. Voilà, parce que c'est pas l'inverse qui se produira. Donc ceux qui pensent que voter tous les 5 ans suffira, ils se trompent. C'est une étape indispensable, mais elle doit être précédée déjà, même au niveau individuel. Un truc dont il faut s'inspirer hein, de ce que fait le camp d'en face, c'est de s'affirmer. De s'affirmer et de clamer haut et fort ce qu'on pense et qui on est. Il y a encore trop de gens de droite qui sont timides par rapport à ça. Ils craignent des répercussions, des conséquences, alors qu'en fait, on est majoritaire. On est légitime. Voilà. Mais c'est parce que les gens de droite, c'est plus des gens qui vont garder la politique dans un cercle privé.
Voilà, parce que c'est plutôt un sujet tabou et du coup, faut pas en parler, donc pour pas froisser. Ce que les gens de gauche ne font pas du tout, ils en ont rien à faire, hein. Avec leurs grands sabots, ils arrivent et ils s'affirment. Et donc, ça prouve qu'en fait, c'est les minorités actives qui font l'histoire. Donc, si une minorité est plus bruyante qu'une majorité, ben, elle arrive en fait à la terrifier et à la soumettre. Et c'est clairement ce que la gauche fait encore. Alors, encore une fois, je schématise et je grossis les traits, mais j'ai l'impression que ça, en fait, on a carrément des démarches politiques différentes entre la gauche et la droite. De manière générale, à droite, on cherche un projet de société, on cherche à mettre en place des politiques qui vont dans le sens de nos valeurs, de façon assez dépassionnée, autant que faire se peut, même s'il y a de la passion quand même, mais on essaie d'être pragmatique et rationnel. À gauche, ça fait partie même de leur identité, de leur positionnement politique, que de crier sur tous les toits leurs valeurs, leurs convictions, tu vois. Ça fait partie de l'ADN d'une personne de gauche, ce principe de signalement de vertu, en fait. C'est-à-dire, oui, ils sont persuadés donc d'être dans le camp du bien, et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'extrême gauche qui est violente dans leurs mots, dans leurs revendications ou dans leurs actes, donc on peut parler ouais, des agressions physiques. En fait, comme ils sont persuadés d'être le bien et que nous, en fait, on est clairement donc déshumanisés, donc on est des sous-hommes. Donc si on n'est même pas des hommes, ben en fait, on peut même nous tuer, quoi. C'est les premiers qui sont contre la peine de mort, mais tu as l'impression que s'ils prennent le pouvoir, ils vont réhabiliter la guillotine juste pour nous, hein, Mm. clairement. Et c'est vrai que souvent, c'est quand même du coup les gens de gauche qui sont plus intolérants, qui vont pas supporter qu'on pense différemment, parce que justement, ils sont persuadés d'être dans le camp du bien. Et donc, si t'es pas avec eux, ben, c'est forcément T'es que t'es contre contre eux. eux. Ouais, Mm. c'est ça. C'est ça. Clairement, ce qu'ont fait les communistes quand ils ont pris le pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut te rééduquer. On t'envoie dans un camp de rééducation. Et si ça marche pas, en fait, ben, on te supprime, on t'élimine. C'est un terme qui est beaucoup employé hein, à gauche, le fait de devoir éduquer les hommes, ce fameux homme blanc cis, tu sais, éduquer Ouais, ouais. les hommes à ne pas être agressifs, déconstruire, comme si l'individu était un truc un peu malléable que tu peux manipuler, auquel tu peux donner la forme qui te convient à toi. Il Il n'y y a a, il y plus a- de liberté individuelle. Oui, et il y a clairement donc le fait de nier donc, la nature biologique des êtres humains. Et c'est-à-dire que c'est le propre en effet de la gauche. En fait, c'est vouloir imposer une idéologie à une société, même si il faut passer par des contraintes. Comme tu dis, ça va contre les libertés individuelles. Et donc, c'est pour ça que ça aboutit à des centaines de milliers de morts. Parce que apparemment, c'est inapplicable à l'homme. Et pour que ça marche, il faut tuer, il faut affamer, il faut enfermer, il faut interdire. Alors que nous, comme tu dis, voilà, c'est pragmatique. On part pas du principe que l'homme est bon par nature. Bon, c'est Jean-Jacques Rousseau, hein. C'est-à-dire que l'homme est bon par nature. S'il fait quelque chose de mal, c'est la société qui l'a corrompu. Donc c'est de la faute de la société. On voit bien que c'est la justification perpétuelle des gens de gauche à chaque fois qu'il y a un délit, un crime en fait qui est connu. Voilà, c'est on va excuser. Et le problème, c'est que ça anime aussi une bonne partie des juges. Et donc c'est ce qui fait que les criminels sont relâchés et commettent de nouveaux crimes, de nouveaux viols, des attentats, etc. Alors que nous, on a conscience que ben, le mal existe et il faut protéger la société. Donc ça n'empêche pas de passer par l'éducation, par la prévention. Mais à un moment donné, il faut une sanction. Et donc tout simplement, voilà, c'est la nature humaine hein, que de chercher les limites. Et je pense que quand on était enfant, d'ailleurs, on les a tous cherchées, les limites. Et normalement, bah, nos parents, ils les ont posées. Et en fait, ils nous ont rendu service. Sinon bah, on crée juste des adultes irresponsables qui ne supportent pas qu'on leur dise non, qui ne supportent pas de pas tout avoir tout de suite. Voilà, donc c'est important de passer par cette étape de frustration d'ailleurs. Donc, quand on est enfant, bah non, on peut pas donc tout avoir tout de suite et quand on veut. Il faut se battre pour avoir quelque chose, il faut le mériter. Et c'est pas le fait de s'apitoyer sur son sort et de désigner les autres comme responsables qui va faire avancer les choses. Donc voilà, je pense aussi que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on mette en avant. Voilà, c'est cette notion de responsabilisation. On est adulte, on est majeur et vacciné, donc à un moment donné, il faut se prendre en main, il faut prendre sa vie en main. Et donc, comme on disait tout à l'heure, que ce soit au niveau de la défense, donc d'être capable de se défendre, comme dans les projets de vie qu'on peut avoir, et pas donc toujours compter sur l'assistanat de l'État avec les différentes allocations, etc. Et en effet, on a l'impression qu'en France, on n'incite pas les gens à entreprendre, à faire de l'argent, à réussir. C'est assez mal vu. Et en fait, donc même à droite, hein, que ce soit sur ça ou même du coup à droite sur la notion de défense et du droit du coup de se défendre,
Ben, quand tu regardes, il n'y a pas beaucoup de personnalités de droite et t'as pas beaucoup de partis politiques de droite qui mettent ça en avant. À la limite, ils vont le demander pour les policiers, mais pas pour les citoyens. On décrit beaucoup le rapport de la politique et du peuple, mais entre les deux, il y a les médias souvent qui font lien. Bien sûr. Que tu penses qu'il y a un ou des sujets qui devraient être davantage traités dans les médias pour peut-être éveiller la conscience des citoyens? Le pouvoir, il est aussi au niveau médiatique. Donc, force est de constater que depuis une dizaine d'années, on commence à avoir de l'audience et de l'écho médiatique. Mais malgré ça, c'est vrai qu'il y a encore des sujets un peu touchy, trop touchy, donc malheureusement, que ce soit comme ça, donc les libertés individuelles, que ce soit donc de se défendre ou bien alors bah, de réussir en fait et de faire de l'argent, c'est des choses mal vues. C'est pas des choses, oui, qui sont reconnues et qui sont promues, alors que pourtant, à droite, on est légitime à défendre ces notions, quoi. Je pense qu'en effet, tu vois, de l'insécurité, on en parle matin, midi et soir, Mm. mais tu as l'impression que justement d'envisager comme solution, au moins temporaire et immédiate, à Mm. cette insécurité, le fait que les gens se prennent en main, s'entraident et soient capables de se défendre, c'est quelque chose qu'on n'entend quasiment pas, C'est en très fait. tabou, c'est très très Oui, tabou. c'est très tabou parce que ça reviendrait à dire on va autoriser les gens à faire preuve de violence, ils vont faire n'importe quoi, ça va être dans l'excès, comme ce sont des enfants irresponsables, alors que nous, l'État, les adultes, on a la police, on a la justice, nous on sait faire. Voilà. Mais le citoyen, il faut surtout pas qu'on l'autorise à faire parce qu'il va faire n'importe quoi, donc on lui interdit, en fait, tout simplement. Il y a du coup, ouais, ce blocage, en fait, à ce niveau-là. Je veux dire, c'est assez malsain du coup, de dire, bah, en effet, donc les gens ne sont pas des citoyens, ce sont que des contribuables. Et pour être sûr qu'il leur arrive jamais rien, on met un policier derrière chaque individu. Enfin, Mm. non seulement c'est pas possible, et en plus, moi je trouve que c'est pas souhaitable. Donc ça veut dire que entre le moment où tu es en danger et le moment où l'État peut te porter secours, il faut bien que tu sois capable d'agir par toi-même. C'est la même chose si jamais tu vois quelqu'un dans la rue qui est victime de malaise ou alors d'un arrêt cardiaque. Donc bien sûr, il faut prévenir les pompiers, mais en attendant, on va porter secours. Ben, c'est exactement le même schéma qu'il faut avoir en tête sur la question donc de se défendre. Et que ce soit pour se défendre soi-même ou pour défendre quelqu'un, c'est oui, je préviens la police, mais le temps que la police arrive et ça va mettre quelques minutes, ben en fait, en quelques minutes, tu peux mourir 10 fois. Ce parallèle est super intéressant. Ces deux situations en fait d'urgence parfois vitales, mais quand l'une de ces situations d'urgence implique que le danger est un autre être humain, là on bégaye un petit peu. Ce parallèle-là, je l'avais jamais fait dans ma tête et c'est extrêmement parlant. Et donc, on commence à mettre en place, que ce soit donc en entreprise, hein, les formations donc au premier secours. Il y a une initiation au premier secours au collège ou au lycée. C'est très timide, donc pour moi, c'est largement insuffisant parce que justement, donc, je suis formateur, sauveteur et secouriste du travail en parallèle. On est loin, moi, je trouve, de ce qu'il faudrait, mais c'est un premier pas. Et en fait, idéalement, il faudrait faire la même chose par rapport aux gestes d'urgence en cas d'agression. Ça devrait être transmis dès le plus jeune âge. Ça devrait être des formations obligatoires en entreprise, avec des recyclages. Mais comme tu dis, quand ça implique que la menace est un autre être humain, ça vient casser ce schéma où on dit que l'homme est naturellement bon. Si il fait quelque chose de pas bien, c'est de la faute de la société. Donc en fait, quelque part, c'est pas volé pour nous. On est des victimes collatérales acceptables. Parce que en tant que citoyen, on a une part de responsabilité dans la violence de cet individu qui s'en prend à nous. Donc la culpabilisation perpétuelle, hein, c'est ça. Et même s'il vient de l'étranger, hein, parce que c'est quand même un sujet qui revient beaucoup, c'est notre faute parce qu'on est des descendants de méchants colons et qu'il y a un racisme systémique. Donc C'est de ça. toute façon, le coupable dans l'histoire, c'est quasiment l'agressé, quoi. Dans la grille de lecture marxiste, donc il y a le dominant et le dominé, donc l'oppresseur et l'oppressé. Avant, c'était le riche sur le pauvre ou le patron sur le travailleur. Et donc maintenant, ben, c'est devenu, oui, l'autochtone d'Europe, en fait, qui est devenu donc le dominant et l'exploiteur. Donc à partir de ce moment-là, voilà, où il y a cette grille de lecture, évidemment, en fait, qu'en justice, ben, c'est nous qui ramassons, quoi. Je voulais te demander autre chose aussi. Est-ce que tu veux bien commenter une actualité récente? Enfin, déjà la choisir et me donner ton analyse un petit peu dessus. Pour pas sortir du coup de ces sujets parce que c'est très récent là, donc je suis encore intervenu donc il y a quelques jours hein, sur un média qui parlait ben, des agressions sexuelles dans les transports en Île-de-France, donc comme quoi ben, ça augmente malgré la libération de la parole, malgré MeToo, malgré les dispositifs anti-harcèlement avec un bouton sur lequel appuyer. On nous parle d'application où tu dis où tu es, ça te propose un trajet et ça signale aux autres utilisateurs. Ouais, mais encore une fois,
J'ai l'impression qu'on veut tout faire pour éviter d'avoir à dire à la personne qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle assure sa sécurité elle-même. On met tout en place pour éviter ça. Donc moi, j'ai envie de dire, le fait que tu aies ton téléphone dans la main, que tu sois connecté à ton téléphone, ça augmente les probabilités que tu sois sélectionné comme une victime potentielle parce que forcément, tu es dans ta bulle. Donc si tu es dans ta bulle, ça permet au prédateur de procéder à une embuscade. C'est quelque chose de très facile. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que le rapport au risque-bénéfice soit intéressant. Et donc quelqu'un qui est sur son téléphone, même si c'est pour signaler sa position en cas d'agression, là c'est pareil. Le temps que quelqu'un vienne t'aider, tu seras mort 10 fois. Donc responsabilisons les gens, formons les gens et incitons les gens à s'entraider parce que oui, le mal existe. Là, j'ai l'impression qu'il faut quand même trouver un juste milieu. Il faut que le peuple se responsabilise à nouveau. Ça, c'est sûr. Mais il faut que l'État, notamment la justice, fasse son travail tout de même, tu vois. C'est pas un Évidemment. transfert de compétences qui va se Ah faire non. sur le peuple. Là, il faut que le peuple se mobilise en attendant, au moins. Et j'ai même envie de dire, c'est une notion de, pour moi, de complémentarité. C'est même pas au Oui, final donc le fait de dire oui, en ce moment donc l'État est défaillant, donc il faudrait qu'on soit capable. Mais le jour où on est tranquille, où ils font leur travail, on peut se retransformer en contribuable. Non. Pour mm, moi, on est légitime à être des citoyens. Et donc, étant citoyen, bon, quelqu'un qui a le droit et la capacité, du coup, de se défendre. Pour moi, voilà, c'est complémentaire, mais comme tu le disais, il faut pas se substituer du coup à l'État parce qu'on paye des impôts en tout premier lieu pour ça, parce que la première des libertés, c'est la sécurité. Et donc la sécurité, ça passe aussi par le fait d'enfermer, donc de mettre à l'écart de la société les gens dangereux qui font le mal et qui ont commis des méfaits. Et là, pour le coup, c'est un domaine encore plus complexe parce que même si tu gagnes une élection, tu gagnes les présidentielles, tu as une majorité à l'Assemblée nationale. Tu votes des lois. Mais comme maintenant, c'est pas la loi qui fait foi, c'est la jurisprudence et l'interprétation des lois, ben en fait, les juges, ils feront globalement ce qu'ils veulent. C'est un problème. la notion de complémentarité, j'aime bien. En fait, c'est comme si le citoyen est un agent collectif au premier rang de la vie quotidienne. Et ensuite, l'État, l'institution judiciaire, doivent assurer, entre guillemets, le service après-vente. Et j'aime bien l'idée qu'on soit tous des maillons d'une chaîne collective. C'est en effet plus intéressant, moi je trouve c'est plus constructif pour dissuader encore une fois les criminels parce qu'à l'heure actuelle, comme le bon citoyen n'a globalement, on va dire, donc pas le droit de se défendre ou alors c'est pas sans conséquence, t'as l'impression qu'il y a une alliance de fait entre l'État et les criminels. Alors que le fait de créer cette complémentarité, que l'État ne vienne pas condamner le fait qu'on ait assuré nous-mêmes notre propre sécurité à l'instant T parce qu'on ne pouvait tout simplement pas faire autrement, le fait qu'il y ait cette coopération qui est cette collaboration entre le citoyen et l'État, évidemment, du coup, ça fait que ceux qui auraient eu même une intention criminelle se disent, ils vont tous être contre moi. Ça n'amènera pas la criminalité à zéro, mais ça dissuadera certaines personnes qui vont mesurer l'intérêt de commettre un effet parce qu'il y a une pulsion sexuelle, il y a l'appât du gain, parce qu'il y a la jalousie, des émotions, des sentiments qui peuvent parfois donc être humains, hein. Mais du coup, tu dis, ok, mais si je fais ça, c'est quoi les conséquences? Ah ouais, non, le jeu n'en vaut carrément pas la chandelle. Du coup, je le fais pas. Voilà. Je suis assez alignée sur ton constat. Avant la conclusion, j'aimerais bien que tu nous donnes ta devise et Oui, qu'ensuite, alors, conclure effectivement à partir de ta devise que tu développes en faisant passer un petit message à nos ouais. compatriotes. Donc des devises, j'en ai alors plusieurs. Mmh. Voilà, donc je suis ancien militaire, j'ai été sous-officier dans l'armée de terre. Donc j'ai toujours gardé cette devise de l'École nationale des sous-officiers d'active de Saint-Mexan que j'ai fait en 2009, c'est s'élever par l'effort. Je trouve que c'est important de s'élever individuellement et collectivement, et donc on s'élève par l'effort. Voilà, faut se donner, donc que ce soit un effort physique, un effort intellectuel, il faut s'élever parce que la vision de la société, elle est verticale et pas horizontale. Il faut se battre pour atteindre son objectif, et donc pour s'élever, il faut fournir un effort. Je pense que c'est une devise complète et qui permet de garder un cap et une direction dans sa vie, donc dans des moments justement où on est plus en proie au doute ou alors à la flemme, penser à s'élever par l'effort. Très important. Donc c'est cette devise que tu gardes au quotidien et qui te motive dans tes entreprises? Il y en a une autre, donc j'ai été sous-officier entre autres au 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Carcassonne. Ouais. Et donc la devise, c'est être et durer. Donc ça aussi, je Ah! trouve ça très important, de durer dans le temps. Les choses se font sur le temps long, pas être en fait une étoile filante qui brille de façon momentanée, mais le but c'est vraiment de durer dans le temps. Et les grandes choses, les grandes œuvres, les grandes entreprises, c'est des choses qui prennent du temps. Donc il faut être patient et il faut pouvoir être et durer.
important. Ce sont des notions qui encouragent un petit peu à la constance et à l'ambition saine Ouais. aussi, de bons leitmotivs. Ça, du coup, le message que tu veux passer à ton compatriote, ou est-ce que tu veux bien développer et nous faire un petit discours de boost? Alors, bah, donc, le message que je veux faire passer, donc, avec tout ce qu'on a dit, c'est justement de se prendre en main déjà au niveau individuel. On doit être des exemples pour les gens qui nous entourent, pour notre famille, pour nos enfants, pour nos collègues de boulot, pour nos amis. Il faut incarner ce qu'on pense et ce qu'on dit. Donc, il faut dire ce qu'on pense et il faut agir en conséquence, se reprendre en main individuellement. Il faut incarner tout ça. Donc, faut être capable de se défendre, faut être capable de porter secours, faut se former tout simplement, il faut investir sur soi-même, sur sa sécurité, sur le fait de pouvoir secourir quelqu'un. Donc ça justement c'est de belles notions citoyennes, hein, de se reconnecter entre nous et de faire preuve d'entraide et de solidarité. Faut pas attendre encore une fois que quelqu'un le fasse à notre place. Non, il faut se prendre en main là, tout de suite, maintenant, aujourd'hui, et se dire comment moi je peux être utile à mon pays et à mon peuple. Du coup, je vais mettre ton Instagram parce que déjà, les personnes peuvent prendre rendez-vous avec toi pour avoir un coaching, soit individuel, soit en groupe. En plus de cela, le simple fait de te suivre permet d'avoir accès à tes vidéos dans lesquelles tu donnes déjà quelques conseils, tu continues de motiver les citoyens. Donc, je pense que tu es un compte à suivre de toute façon et un coach par lequel il serait peut-être intéressant de se faire armer à la fois mentalement et physiquement. Donc, en tout cas, je te remercie, Romain. Merci beaucoup pour cette interview. Ça Merci m'a à fait toi, très, très Georgette. plaisir. Je pense que tu es quelqu'un de particulièrement motivant et j'espère que les Macailles qui verront cette vidéo seront inspirés par ton discours et ton parcours aussi. Hâte d'avoir les retours et en effet, comme tu dis, voilà, qu'ils n'hésitent pas à me contacter pour une question ou autre. Voilà, le but c'est d'interagir, de Mm. se connecter, de créer un réseau. Donc, au plaisir d'être utile au plus grand nombre. Merci à Super. toi et longue vie à Macaï TV. Merci Romain. Ciao. Au revoir.